Transversal Club, le podcast d'un football alternatif et pluriel. Les footballeuses occupent le terrain. Première partie. J'appelle le numéro 3 plus 2. Ouais, c'est 21 secondes. Et vous avez une toute dernière chance. Bonjour madame, petite question, c'est l'heure de l'interview. Est-ce que ça vous a manqué le foot pendant le confinement? Oh oui. Oui? T'as fait quoi? Vas-y, raconte-nous pendant le confinement. T'as réussi à jouer au foot un peu? Que dans la cour des poubelles. Dans la cour de quoi? Dans la cour des poubelles. Et vas-y, tu faisais quoi? Je m'entraînais à tirer au mur et après de renvoyer avec le genou, après avec le pied, après avec le genou. Et tu peux nous dire pourquoi t'aimes bien le foot? Parce que j'aime bien jouer au foot et j'aime bien avoir le ballon à mes pieds. Parce que mon père il joue au foot et tout, donc oui j'aime bien. T'aimes bien. Et t'aimes bien quoi dans le foot? C'est quoi ce que tu préfères faire? J'aime bien porter un maillot du Real, j'aime tout. On va faire une pause après, Jane. On fera une pause après. En fait, c'est bien parce que c'est sportif et aussi j'aime bien tout. Allez, on fait les passes en mouvement. Je m'appelle Kali et j'ai 10 ans. Je joue au foot depuis 2 ans et j'aime bien ça parce qu'on court beaucoup et moi j'aime bien courir. Parfois, il y a des garçons, ils nous disent t'es pas mal en foot pour une fille, mais en fait, ça se fait pas, ça. C'est méchant. Pour une fille, ça se dit pas. Charlotte, c'est quoi cette passe? Abiba. Pardon. Ça m'a rappelé Abiba. En fait, l'année dernière, il y avait une fille qui s'appelait Abiba. On était ses fans. Et c'était la seule qui jouait au foot, mais personne ne se moquait d'elle. Non, mais c'est enregistrement. Pourquoi tu fais la timide? Parce que j'ai jamais fait. J'ai fait que sur BFM. Dans la gare, quand il y avait qu'un seul train pour les juniors. Et est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas assez de filles dans le foot et qu'il y a trop de garçons ou ça va? Ça va. Ça va, les garçons ils t'embêtent pas quand tu veux jouer au foot? Si, une fois, je suis allée dans le PUC et je suis allée rentrer avec les garçons et ils m'ont dit tu joues au tennis seulement parce que j'avais un bandeau dans la tête. Nous y voilà. 1 an après la Coupe du Monde féminine qui s'est déroulée en France, les footballeuses dépassent officiellement en 2020 la barre des 10% d'inscrites à la Fédération française de football. Si la parité est loin d'être atteinte, le nombre de filles qui décident d'enfiler des crampons ne cesse d'augmenter depuis 10 ans. Il y a 1 an de ça, au moment de cette compétition, les experts sportifs multipliaient les prises de parole sur les plateaux télé pour s'enthousiasmer ou au contraire critiquer ce football qu'on qualifie de féminin. Qu'on la défende avec ardeur ou qu'on la descende, la pratique féminine est toujours comparée à celle des hommes, au vrai foot. Une fois, l'on dira que les joueuses sont médiocres. Une autre fois, on louera la capacité des footballeuses à être humbles, à ne pas remettre en cause l'autorité arbitrale et, au fond, à rester à leur place. Derrière ces éloges se cache une vision imprégnée de schémas sexistes. Pour la sociologue du sport, Béatrice Barbus, le football féminin n'a pas moins de vices parce qu'il est pratiqué par des femmes, mais parce qu'il n'en est pas au même stade d'évolution. Alors qu'on essaye de figer les footballeuses dans des clichés essentialisants, les femmes, elles, sont en mouvement. Dans le football professionnel encore balbutiant, de nombreuses équipes entrent en lutte pour obtenir l'égalité de traitement et de salaire avec leurs homologues masculins. Au cours de l'hiver dernier, près de 200 footballeuses de la première division espagnole se sont engagées dans une grève illimitée pour obtenir de meilleurs salaires et des conditions de travail dignes. Après le blocage du championnat, elles ont obtenu la mise en place d'un salaire minimum de 1 300 € par mois. Étant joueuse depuis des années, on m'a trop souvent fait ressentir que je n'étais pas à ma place. Dans la cour de récréation,
Au repas de famille, sur le terrain avec mes amis, j'ai souvent senti que le fait d'être une fille provoquait parfois de la curiosité et souvent des jugements. Alors, nous avons souhaité comprendre les raisons qui font que le football reste malgré tout, aujourd'hui, un sport de garçons. Quelles sont les barrières sociales et institutionnelles qui, à travers l'histoire, ont exclu les filles du foot ? Quel est l'héritage de ces blocages dans le rapport qu'ont les filles avec le ballon rond ? Pour le comprendre, nous avons voulu écouter les principales concernées. Qu'elles soient des pionnières de la pratique féminine, des éducatrices ou des joueuses amateurs, ces femmes ont beaucoup à nous apprendre sur la situation du football féminin en France et sur les voies à prendre pour que le carré vert ne soit plus seulement une affaire d'hommes. Oui, donc moi je suis Annie Fortens. Je suis dite comme étant une pionnière du football féminin. J'ai co-créé le club de Juvisy en 71, avec mes coéquipières évidemment. J'étais la capitaine du club pendant plus de 10 ans. C'est ma génération de pionnières qui avons fait monter le club de Juvisy en championnat de France. Donc maintenant je suis une grande témoin en fait. Je suis sollicitée souvent. Depuis une dizaine d'années, je suis sollicitée parce que beaucoup de gens, des chercheurs, des sociologues, des journalistes veulent savoir d'où sort ce sport qui a explosé et qui a l'impression de sortir de nulle part, sauf que voilà, les gens s'aperçoivent que ça fait 50 ans, quoi. Donc le football a été officialisé en 70. Avant, on n'avait pas le droit de jouer en compétition, il n'y avait pas de compétition pour les filles. Donc moi, de l'âge de 5 ans, où j'ai commencé à taper dans un ballon avec mes frères qui étaient des très bons joueurs, mon père qui était un très bon joueur, et les amis de mes frères étaient des très bons joueurs aussi. Donc du coup, moi j'ai appris les gestes techniques tout de suite, quoi. Donc je joue au foot un peu comme je marchais, quoi. Moi je les suivais le dimanche. Le seul jour où je jouais pas au foot, c'était le samedi et le dimanche. Parce que samedi et le dimanche, juste mes coéquipiers, ils étaient sur les terrains et ils étaient en compétition. Donc moi, j'étais derrière la main courante le samedi et le dimanche. Le seul jour où je ne jouais pas au foot. On jouait tous les soirs au foot. On finissait nos devoirs, et vite, et on se retrouvait tous. Et on passait nos soirées à jouer au foot jusqu'à temps que nos parents viennent nous chercher à 7h30 en disant « Allez hop, tout le monde rentre ». Un jour, un copain de mon frère, aîné, est venu me voir en me disant « Ma sœur veut créer une section à Juvisy, est-ce que tu veux venir ?» Ma première réaction est de dire non. J'ai dit non, pourquoi faire ? Jouer avec des filles. Donc moi-même, je n'ai pas voulu au départ. Et le problème, c'est qu'ils ont insisté, quoi. Ils sont revenus, parce qu'il fallait trouver des filles pour monter la section de Juvisy. Et du coup, mon frère aîné m'a dit « Mais vas-y, le dimanche, tu joues pas, quoi. Tu fais pas de compétition. » Et ça, j'y avais pas pensé, parce que j'étais quand même gamine, hein, j'avais 13-14 ans. Hein, parce que je n'imaginais pas des filles faire de la compétition. Donc, j'étais comme les autres, hein, mais dans mes schémas à moi, les filles jouaient pas au foot, quoi. Il n'y avait pas de compétition pour les filles, quoi. Et j'ai fini par y aller, il m'a emmené avec nos mobilettes à l'époque, nos moto-bécanes. On est allé à Juvisy et je me suis retrouvée avec les filles qui voulaient créer le club, quoi, et du coup je suis restée. Après, il y a la même difficulté pour trouver un entraîneur, parce qu'en fait, la majorité des hommes ne voulaient pas entraîner. Il faut entraîner l'équipe de filles, quoi. C'était pas possible, quoi. C'était pas pensable, hein, dans leur schéma. Hein. Comme c'était pas pensable pour moi de jouer au foot avec des filles. Nous-mêmes, on a eu la résistance sociétale intériorisée, quoi. Et notre entraîneur de foot, Roger Michalodis, qui a été notre premier entraîneur et l'entraîneur historique, lui a fait pareil, en fait. Il a commencé par dire « mais ça va pas question ». Il a fini par dire oui, comme moi. Au bout de 2 ou 3 fois, il a fini par dire oui, en fait. Toutes deux, c'est bon ou il manque une... Vous êtes par paire, écartez-vous, que je vois si tout va bien. C'est bon ? Tu gardes les ballons ? Quand tu veux, mais...
Par contre en rythme, plus vite que ça, plus vite que ça. C'est bon, c'est parti, allez. Et plus éloigné l'une de l'autre. Donc moi j'ai découvert la place sur les terrains, le nom des postes, les limites d'un terrain, le fait de jouer à 11, j'ai découvert ça en m'inscrivant dans un club. Avant c'était du freestyle, c'était à l'arrache comme on dit aujourd'hui. Enfin. Moi quand j'ai voulu commencer le foot, j'étais toute seule. Betty, cofondatrice et responsable de l'école de foot féminin au Paris Alésia FC. Toute seule, j'avais pas spécialement de copines qui en faisaient. J'étais beaucoup plus pote avec les garçons en général et du coup j'étais dans cet environnement-là, mais j'avais aucune copine qui faisait du foot autour de moi ou de filles sur qui j'aurais pu m'appuyer en me disant toi comment t'as fait, comment t'as convaincu tes parents, etc. Donc non, j'ai affronté ça toute seule entre guillemets et comme beaucoup de filles avec qui je discute aujourd'hui, je pense qu'on a un peu toutes le même parcours par rapport à ça, après pour des motifs différents, mais je pense que c'est tout seul, il a fallu faire accepter que je suis une fille et j'ai le droit de faire du foot au même titre que je fais de la natation ou de la gym ou du basket ou peu importe, quoi. J'ai commencé le foot en tant que défenseur, la première année où j'étais avec les garçons. Après, ce qui est marrant, c'est que chaque année, j'ai commencé à monter d'une ligne. Je suis passée milieu dev, je suis passée milieu côté, je suis passée attaquante. Et finalement, j'ai fini par reculer et revenir à mon poste initial, défenseur, qui est, je pense, mon poste de prédilection et le poste que je préfère au final. Pour l'instant, je suis des deux côtés de la barrière, parce que je suis toujours joueuse et du coup, je coach à côté. Et c'est vraiment le côté transmettre, inspirer les plus petits, transmettre la passion que j'ai pour le foot, leur apprendre des choses, les voir progresser d'un mois à l'autre, d'une année sur l'autre et tout. Franchement, c'est génial. Et juste de voir que les petites, elles se mettent au foot, elles ont le sourire, elles rigolent, elles sont contentes de venir, tu partages. En fait, c'est vraiment un lien fort que tu partages avec les joueurs et les joueuses. Les lacets, coup du pied, les lacets, d'accord? Ici, sur le dessus du pied, d'accord? Donc, en frappant la balle avec le coup du pied, l'objectif... moi, dans ma famille, j'avais personne qui faisait du foot. Mes parents, ils regardent pas spécialement. Les vrais souvenirs foot que j'ai, on va dire, c'est avec mon père au moment de la Coupe du Monde 98. Et j'avais un demi-frère qui faisait du foot, qui lui en faisait en club. Et donc, on jouait tout le temps ensemble, dans le jardin, dehors, etc. Et à ce moment-là, j'avais vraiment envie de m'y mettre, sauf que dans ma famille, il n'y avait pas du tout de culture foot. En plus, j'étais une fille, donc mon père, quand je lui ai demandé de m'inscrire au foot, il m'a dit « Tu feras pas de foot, c'est un sport masculin, etc. » Donc j'étais frustrée parce que j'aurais pu commencer beaucoup plus tôt, et dès 8 ans, j'avais cette volonté de jouer. Et finalement, il a fallu attendre que ma mère parte vivre en Australie, où là-bas, c'est beaucoup plus développé. On va dire que pour une fille, c'est pas du tout choquant comme ça pouvait l'être il y a quelques années en France. Du coup, elle m'a dit, écoute, si tu viens vivre en Australie, promis, je t'inscrirai dans un club de foot, tu pourras commencer le foot, etc. Et du coup, 1 an après, je suis partie vivre en Australie. Je lui ai dit, maintenant, faut tenir ta promesse. Faut m'inscrire au foot, donc elle m'a inscrite au foot. Et puis quand je suis rentrée en France, finalement, c'était une évidence qu'il fallait que je continue. C'était impossible que je continue pas là-bas. Je jouais tous les jours, c'était devenu, mais vraiment, je vivais, mangeais, dormais, foot. Et du coup, j'ai fait comprendre à mon père que si c'était pas du chantage, mais s'il voulait que je revienne en France, fallait m'inscrire dans un club de foot parce que j'allais pas lâcher, sinon j'allais rester en Australie. Et au final, je suis rentrée en France, il m'a inscrite. Et aujourd'hui, il est hyper content que finalement j'ai pu me mettre au foot parce qu'il a vu tout ce que ça m'avait apporté en tant que valeur, en tant qu'épanouissement personnel, même pour ma carrière professionnelle, etc. En fait, ça m'a ouvert plein de portes. Non, je crois que moi je me félicite de ce colloque parce que le sport n'est pas une contre-société. Marie-Georges Buffet, députée et ministre de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Jospin entre 1997 et 2002. Intervention aux États généraux du sport féminin en équipe à Bourges en 2013. Et les problèmes qui traversent la société traversent le sport. Lorsqu'on parle par exemple d'inégalité de statut ou d'inégalité salariale, il faut se rappeler que dans la société, il y a un écart de 27% à travail égal entre les femmes et les hommes sur les salaires. Pourquoi ? Parce qu'on a estimé que les femmes, leur place était dans le domestique, au foyer. Et donc une femme qui travaille ne peut travailler que pour avoir un salaire d'appoint, parce que le vrai salaire, le vrai travail, dans l'histoire de nos sociétés, c'est l'homme. Voilà.
Et donc, la femme est au foyer. Faire du sport, elle ne peut faire du sport que pour sa santé, pour sa ligne, pour ses loisirs. Imaginez déjà une femme au travail, mais alors une femme qui est professionnelle dans le sport, au lieu de s'occuper de ses enfants et de faire marcher la maison, ça demande beaucoup d'imagination. Je dis régulièrement, j'ai découvert le sexisme quand j'ai commencé la compétition du foot. Avant, j'avais 5 frères, on était une famille nombreuse, 3 sœurs, donc tout le monde faisait le bricolage, tout le monde faisait le jardinage, tout le monde faisait la vaisselle, tout le monde mettait la table. Enfin bon, il n'y avait pas de rôle genré. Donc j'avais quand même un terreau, je dirais, favorable à pouvoir affronter ce qu'allait nous attendre. Et effectivement, les familles qui étaient favorables à l'émancipation des filles, enfin, qui trouvaient normal que les filles fassent tout et veuillent embrasser tous les secteurs de la société, ces familles-là, très ouvertes sur la place de la femme, c'est ces filles-là qui ont tenu. Donc moi je dis, c'est pas le football qui a émancipé les filles, c'est des filles émancipées qui ont créé le football féminin. Parce que les filles qui n'étaient pas dans ce milieu familial n'ont pas tenu. Il ne faut jamais oublier que le sport a été créé par les hommes, pour les hommes, et pour qu'ils soient encore plus hommes. C'est-à-dire pour développer la virilité des hommes. Donc ça veut dire que le sport, dans son ensemble, a été créé sans place du tout pour la femme. Ça n'a jamais été pensé pour y mettre une femme. Et nous, on s'attaque à un bastion, quoi. À un bastion d'une caricature de virilisme, de représentation de l'homme et de la masculinité. Nous, on s'attaque, mais sans savoir qu'on s'attaque à ça, si on avait su. Donc il y a eu des sarcasmes sur le physique, ça a été très dur. Hein. Il y a eu aussi des filles qui pensaient que parce qu'elles jouent au foot, leurs petits copains ne voudraient plus d'elles. Ça, moi j'en ai une ou deux qui ont arrêté à cause de ça. Et dont une que j'ai revue il y a pas longtemps, qui me l'a avoué. Elle était en larmes en me disant « Mais Annie, tu te rends compte, tu te rappelles, j'ai joué 2 ans avec vous, j'ai arrêté, tu te rappelles, pourtant j'étais bonne. » C'est parce que mon petit copain m'a menacé de me quitter. Et puis après, il y a les résistances familiales où moi j'ai entendu des filles « Pourquoi t'es pas venue à l'entraînement ? Pourquoi t'es pas venue au match ? On t'a attendu, quoi. » Ah ben non, ma mère a décidé que je devais faire le ménage, quoi. Voilà. Mais on n'en revenait pas, quoi. Elles n'ont pas tenu, celles-là. En fait, elles n'ont pas tenu, celles-là. Elles n'ont pas tenu. C'est difficile à imaginer pour plein de gens aujourd'hui, évidemment. Hein. C'est que la FFF a autorisé le foot féminin le 29 mars 70, c'est-à-dire juste après 68, tu vois, sous l'impulsion des Rémoises. Alors évidemment, il y a l'impulsion aussi des grands mouvements libératoires qui a été le mouvement de 68, mais il y avait aussi les Rémoises qui étaient en train de développer leur club, avec notamment Pierre Geoffroy. Pierre Geoffroy, le football féminin n'est-il pas le refuge de joueuses androgynes ? Archives INA de Stade 2, mars 1977. Oui, mais ça ne pose pas de problème à plusieurs conditions. Premièrement, il ne faut pas que ces joueuses en question constituent l'ossature, la majorité des effectifs dans les clubs. Et il faut qu'il y ait un équilibre. Or, les filles qui veulent rester femmes sont conscientes de ce problème. Sur un deuxième point, l'entraîneur et les dirigeants qui encadrent les footballeuses les aident justement à ne pas tomber dans une sorte de caricature du footballeur homme en adaptant le football à la femme. Le foot féminin s'est développé par les clubs, c'est-à-dire dans les territoires, sur le terrain. La FFF a été toujours à la traîne. La FFF n'est pas à la traîne depuis à peu près 10 ans, depuis que Le Gret est là. Avant Le Gret, les 20 années précédentes, ils faisaient pas semblant, mais pas loin. On faisait le minimum pour pas trop être embêté avec les ministères, le droit des femmes, machin. Et puis avant ça, c'est-à-dire notre génération à nous, les 20 premières années, ils s'en foutaient totalement. Mais alors, totalement et de manière décomplexée. Hein. Ça veut dire qu'ils ont nommé Geoffroy, parce que Geoffroy est incontournable, entraîneur de Reims. Ils ont nommé Geoffroy sélectionneur national, alors qu'il n'avait pas un diplôme de foot, il était journaliste à l'Union, hein, lui. Hein, donc, ils ont mis après un entraîneur du Sérail, parfaitement incompétent,
qui s'appelait Francis Pierre Cochet, de 77 à 87, un incompétent notoire dont personne ne voulait en masculin à la FFF, avec un comportement d'amateurisme, de copinage. Bon, moi c'est pour ça que j'ai pas voulu jouer en équipe de France. Hein. J'ai rencontré Pierre Cochet lors de ma première sélection, j'ai dit plus jamais, plus jamais. Je pense même qu'il y a eu peut-être du harcèlement sexuel ou... Bon, je sais pas, mais en tout cas moi, j'ai vécu des choses où j'ai dit stop tout de suite et je suis partie. Il a fallu attendre le gouvernement Jospin et surtout une ministre des Sports qui est Marie-Georges Buffet. Marie-Georges Buffet qui avait comme dans son staff Nicolas Barre, grande internationale de football, une femme extrêmement engagée sur l'égalité homme-femme aujourd'hui encore et toujours. Marie-Georges Buffet a mis un coup d'arrêt au sexisme institutionnel, médiatique, décomplexé, où les Thierry Roland pouvaient se permettre de dire n'importe quoi sur les filles et sur le football féminin. Et elle a mis un coup d'arrêt à tout ça, quoi. Plus de dénigrement du sport féminin dans les médias, plus de je fais semblant de m'intéresser au sport féminin et notamment au foot. Elle a mis un coup d'arrêt à tout ça. Donc la FFF s'est sentie un petit peu obligée de faire quelque chose, quoi, de prendre ça un peu plus au sérieux. Eh bien oui, nous avons tenu le pari. On avait décidé que les reporters, les journalistes de Stade 2 étaient misogynes, je ne sais pas où, et qu'on ne voulait pas entendre parler du football féminin. Eh bien, Christine Pary se charge de nous parler de football féminin. Bah, messieurs, il fallait avoir du toupet. Hein. Je vous pose d'abord une question. Êtes-vous pour ou contre? Nous sommes pour. Non. Moi, je suis tout à fait contre. Ah bon? Ah oui, absolument contre. Vous êtes contre. Oui. Alors, il ne faudra pas vous étonner de voir un reportage très féministe. Est-ce qu'on voit les douches? Non, on ne voit pas les douches. La FFF, elle, son analyse, au début des années 2000, c'est le football féminin ne se développe pas parce que les filles ne sont pas assez féminines. Pour vous dire, on a l'impression qu'on est au 19e siècle. Hein. Et ça fait il y a 20 ans seulement. Hein. C'était l'analyse de la FFF. Hein. C'est pour dire qu'ils n'ont rien compris. Quoi. Depuis les années 70, ils n'avaient rien compris. Quoi. Et dans le même temps, pourtant dans le même contexte, dans le même contexte sociétal, Jean-Michel Aulas décide de s'intéresser au football féminin et lui décide de miser uniquement sur les compétences. C'est pour ça qu'il a acheté les meilleures joueuses. Donc c'est dire les deux analyses diamétralement opposées, une qui relève du 19e siècle et une qui relève du 21e siècle. Quoi. Donc le foot féminin depuis 10 ans a fait un bond exponentiel, pas du tout linéaire. Hein. Autant c'était linéaire et avec une faible augmentation depuis 40 ans, autant là c'est exponentiel. C'est vraiment une courbe qui a explosé comme une fusée, quoi. La reconnaissance de la pratique féminine est donc très récente et a rencontré de nombreuses résistances dans un contexte misogyne. Les joueuses des années 2000 sont les héritières de ces luttes menées par les pionnières pour s'imposer dans ce sport d'hommes. Celle que nous avons rencontrée nous explique comment, encore aujourd'hui, la vision masculine du football se maintient, ce qui n'empêche pas cette nouvelle génération de joueuses de s'imposer sur les terrains. Mairie de Saint-Ouen. Franchement, je pourrais pas te dire quand est-ce que ça a commencé, mais... Niarale, joueuse en senior au Red Star FC. En vrai, c'est parce que j'aime bien les sports de... déjà, le sport tout court. J'en ai toujours fait, que ce soit depuis toute petite ou avec ma famille. Enfin, déjà, rien que dans ma famille, il y a des sportifs. Et du coup, le foot, comme c'est un sport d'équipe, j'ai beaucoup aimé. Déjà, de base, j'aimais pas le foot, mais vraiment pas. Je détestais ça. Et après, il y avait une fille que je connaissais par une amie qui faisait aussi du foot au Red Star, mais elle avait arrêté. Et je me suis dit, pourquoi pas faire les détections, ça pourrait être pas mal. Et du coup, j'ai fait les détections et j'ai été prise.
Quand j'ai commencé, franchement, ça s'est super bien passé parce que en vrai, j'ai toujours été entre guillemets un garçon manqué. Du coup, pour mes parents, c'était pas un problème. Mon père nous a toujours poussé à faire du sport, que ce soit du tennis, du foot, du basket, n'importe. Il était grave pour le sport. Encore une fois, on retrouve des inégalités entre les joueuses et les joueurs. Par exemple, il y a plein d'équipes qui ont à leur disposition un minivan, que ce soit pour aller à leur rencontre, alors que les seniors féminines, le van, on l'a une fois sur 2 et encore. Et je trouve ça vraiment dommage que le club ne soit pas autant investi pour les filles que pour les garçons. Après, c'est un club qui a les moyens, vu qu'ils ont une équipe qui était en Ligue 2. Ce côté forcément du club qui est un tout petit peu intéressé par la section féminine, ça joue énormément sur le fait qu'il y ait très peu de filles qui soient licenciées au club. Et pour ma part, je préfère partir du club parce que le niveau, il est moins élevé que dans les autres clubs. Et les coachs sont plus derrière leurs filles dans les autres clubs qu'au Red Star, j'ai l'impression. Donc je trouve ça vraiment dommage. Là, du coup, par exemple, dans ma cité, ils savent tous que je fais du foot. Du coup, ils n'hésitent pas des fois à me charrier et tout. Et je trouve ça marrant. Parce qu'ils pensent tous que parce que je suis une fille, je sais pas jouer ou que je suis fragile, alors que pas du tout. Depuis que je joue en club, je joue dehors et tout, que ce soit toute seule ou avec des gens de mon quartier. Après, c'est un peu dommage parce que dans mon quartier, je crois qu'on n'est que 2 ou 3 filles à faire du foot. Et c'est dommage qu'elles osent pas en fait jouer avec nous, jouer avec les garçons ou jouer tout court en fait. C'est pas que je pouvais pas aller jouer au City avant, mais c'est juste que je me voyais mal rentrer sur le terrain et jouer toute seule. Ou leur dire ok, moi je joue dans cette équipe là, je joue avec vous, voilà. C'est plus parce qu'il y avait beaucoup de monde, surtout que des garçons, que je voulais pas jouer. C'est plus parce qu'il y avait que des garçons que je voulais pas jouer, pas parce que j'avais honte ou quoi que ce soit. Après, c'est vrai qu'on retrouve vraiment cette image de parce que je suis une fille, je dois prouver que je sais jouer au foot aux mecs, alors que c'est ridicule parce qu'il y a plein de filles que je connais qui jouent 1000 fois mieux que des mecs qui sont tous les jours au City alors qu'ils savent même pas faire une transversale. Et franchement, cette idée de penser, de devoir prouver, tout ça, c'est un petit peu saoulant. À moins que tu aies un niveau de fou, les filles qui jouent au foot dans les espaces publics, souvent, et qui peuvent se ramener toutes seules, elles te le disent, c'est des filles, elles savent qu'on va les juger au début, et puis elles se mettent à faire un truc de fou, et c'est bon, elles ont leur place, donc elles ont gagné leur place. Nous, clairement, on n'avait pas le niveau, donc moi je vais pas faire un truc de fou, je vais pas gagner ma place, mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on n'a pas à gagner notre place, en fait. Le terrain, il est à tout le monde, et ça peut très bien se passer, quoi. Manon et Marguerite, fondatrices et joueuses du Witch FC, une équipe de football 100% féminine qui offre à ses joueuses un espace où pratiquer un football loisir. L'idée, de juste pouvoir aller sur un terrain public et de pouvoir jouer, mais là, tu vois, il fait beau. Bon, après le confinement, on ne sait plus trop ce que c'est, mais cette idée de pouvoir librement aller jouer dans un espace public, c'était ça vraiment ce qui nous faisait kiffer, tu vois. Tu sais que quand tu as des filles autour de toi, tu as une structure qui te protège un peu pour affronter l'espace public, parce qu'au-delà du foot, on sait que l'espace public, c'est compliqué. On a parlé après MeToo du harcèlement de rue, etc. On sait que l'espace public, c'est pas encore un espace sécure pour les filles. Pour trouver notre espace d'entraînement, en fait, on a été confrontés à des difficultés qu'on ne pensait pas. Ça nous a touchés dans autre chose, dans notre identité, en fait, dans cette impossibilité d'avoir... On s'est vraiment dit, peut-être qu'en fait, ils avaient raison, on n'a pas forcément le droit de jouer, peut-être que...
ouais, on a cette idée, on veut le faire et tout, mais peut-être que c'est pas normal. Tu sais, tu te poses plein de questions, tu remets tout en question, tu te dis ouais, j'ai monté cette équipe, j'ai des meufs et tout, mais est-ce que vraiment ça a du sens? Est-ce que vraiment, qu'est-ce qu'on a à faire là? Tu vois, tu es face à des mecs qui sont passionnés par le foot, qui gèrent un peu tout ce truc-là, et au final, ils te recalent, donc tu te demandes pourquoi tu as fait tout ça? Est-ce que ça va mener quelque part? Est-ce qu'ils ont pas raison, vu qu'eux, ils sont calés dans ce domaine-là? Peut-être que ouais, les meufs, c'est pas fait pour jouer au foot. Enfin, je pense qu'on y allait vraiment comme des bisounours, tu vois. Nous, on était là, genre, on avait tellement une trop bonne intention de... C'était tellement pur, notre envie de jouer, de rassembler. Et en fait, ça a été des mois et des mois de trucs administratifs où en fait, on te demande d'aller sur Internet, de demander une place de créneau, mais il y a plein de trucs à répondre. On te demande de créer un statut d'asso, mais c'est pareil, c'est compliqué, c'est l'administratif. Quand tu veux juste faire une fois par semaine un loisir... à partir du moment où on avait une grosse équipe à gérer, on se devait en fait de leur trouver un créneau. Donc on a lâché le truc, la voie classique qui est celle de la mairie, et on s'est débrouillé par nous-mêmes et on a trouvé un autre terrain à Bagnolet, quoi. Les footballeuses gagnent du terrain, première partie. Un documentaire radiophonique de Transversal Club, réalisé par Yohan Lecoz, Audrey Serre et Rémi Bayol. Merci à Annie Fortems, Betty, Niarale, Manon, Marguerite et toutes les petites du PUC pour leurs précieuses paroles. Générique d'introduction réalisé par Marius Oel et musique d'ambiance Birds and Bees par Kimori. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau documentaire.